Mes chers gourmands, bonjour! J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une très bonne semaine, que vous avez eu l'occasion de profiter du soleil. Pour ma part, je n'ai pas chômé. Mercredi 24, j'ai organisé une conférence avec l'association PEA pour l'égalité animale pour parler de véganisme inclusif, d'intersectionnalité et de système d'oppression. Donc la conférence a eu lieu jeudi. Cette fois-ci, contrairement à toutes les fois où j'ai fait des conférences, j'ai pensé à filmer. Donc on a des footages que je vais vous montrer juste après. Alors, petite information. La conférence était limitée dans le temps à 1 heure et lorsque j'ai rassemblé toutes mes informations et que j'ai pris le temps pour faire la conférence, elle faisait 33 pages. Donc elle ne rentrait pas dans le cadre d'1 heure, donc j'ai dû la réduire. Du coup, cet été, je pense que ce serait très intéressant de faire des petites séquences vidéo de maximum 20 minutes, justement où j'aborderai tous les thèmes que je n'ai pas pu aborder dans la conférence que vous allez voir dans quelques instants, enfin dans la vidéo que vous allez voir dans quelques instants. Et pour tous ceux qui auraient assisté à la conférence et qui avaient des questions qu'ils n'ont pas pu poser, je vous invite à le faire dans la barre des commentaires. De même, pour tous ceux qui vont voir la vidéo et qui auront des questions, et j'insiste sur regarder la vidéo avant de poser des questions, mettez-les aussi dans la barre des commentaires car j'ai envie de faire cet été en fait une vidéo pour répondre à toutes vos questions. Comme ça au moins ce sera clair, si vous avez des questions à vous poser par rapport à ça, j'y répondrai aussi en vidéo. Et une dernière petite chose, je voulais faire des remerciements. Alors tout d'abord, je voulais remercier mon amie Soraya. Elle a été d'une aide incroyable, c'est-à-dire que le dimanche, lorsque je me suis rendu compte que j'avais rassemblé trop d'informations, c'est elle qui m'a aidé en fait à les réduire. C'est aussi elle qui a fait le travail de relecture, qui m'a inspiré sur plein de sujets et qui m'a donné plein de sources que je n'avais pas forcément. Donc Soraya, un grand merci pour ça, parce qu'en fait, si tu n'avais pas été là, je pense que la conférence aurait ressemblé à autre chose. Donc merci d'être là, Bichette. Florian, qui a fait tout le support technique et qui continue d'ailleurs à le faire et qui m'a aidé pour faire aussi cette partie-là. Et pour m'avoir soutenu aussi pendant cette semaine de préparation, parce que je pense que j'ai été un peu chiante. Donc merci pour ça. Merci aussi à Malotte qui m'a apporté quelques petites pistes de réflexion pour la conférence. Qu'est-ce que je voulais dire? Bon, alors du coup, je lui dis merci. Elle est anglophone, je sais qu'elle ne parle pas français, mais bon, je mettrai une petite note en anglais pour la remercier après. Merci aussi à Sabrina, Eden et Louise qui échangent avec moi sur le sujet depuis le moment où je sais que je vais faire cette conférence. On a échangé sur plein de choses qui ont pu m'inspirer, sur tous les événements qui se sont passés depuis le mois de mars par rapport aux violences policières, par rapport au coronavirus et à la responsabilité prétendue des Noirs par rapport au coronavirus qui se passait en Chine, etc. etc. Donc merci pour ça parce que ça m'a aussi beaucoup inspirée. Autre chose, les liens en fait dont je vous parle dans la vidéo, je vais essayer de les mettre sur Google, je vais essayer les transformer en Google Docs pour que vous puissiez y avoir accès, parce que c'est des sources qui sont très intéressantes. Donc voilà, je vous laisse avec la vidéo. Petite chose aussi, alors c'est une conférence qui a été faite en live online, donc en fait contrairement aux vidéos que je fais d'habitude où je regarde la caméra, là en fait j'avais une caméra qui était en dessous qui était plutôt au-dessus de la caméra que je devais regarder pour faire la conférence. Du coup il y a des petits décalés, il y a des moments où on a l'impression que je regarde à côté, mais c'est parce qu'en fait je regarde sur une autre caméra et je lis aussi beaucoup parce que j'ai rassemblé énormément d'informations et je n'ai pas eu l'occasion de préparer ça de façon à vous parler comme je vous parle maintenant en vous regardant. Donc voilà. Bien sûr, ce ne sera pas le cas pour la vidéo, enfin toutes les petites vidéos que je vais vous préparer juste après. Voilà, donc je suis très contente d'avoir pu faire cette conférence parce que je sais que ça fait 2 ans maintenant que je vous dis que je vais faire une partie justement sur le véganisme inclusif et qu'en fait, j'ai pas le temps de le faire. Clairement, j'ai pas le temps. Donc au moins là, ce sera une petite introduction et comme je vous ai dit, pour les détails, ce sera pour cet été. Voilà, donc je pense que c'est tout pour aujourd'hui, j'ai tout dit. Bon vous connaissez la chanson, hein, comme d'habitude. Mangez beaucoup de légumes, buvez beaucoup d'eau, mais surtout gardez le sourire. De 16. Donc aucun problème. Donc j'ai un petit peu la pression là, parce que c'est la première fois que je fais
un live en fait, une conférence en live, donc c'est une première. Ok, donc c'est parti. Je me présente, je m'appelle Lily, j'ai 30 ans. Et aujourd'hui, je vais vous présenter une conférence qui a pour titre Parlons d'inclusivité et de système d'oppression. Alors, il faut savoir que cette conférence, elle va être très peut-être perçue comme agressive et violente pour pas mal d'entre vous. Et c'est tout à fait normal, c'est le but, hein, c'est comme ça qu'on avance. Et j'espère qu'à partir de là, justement, on pourra arriver tous ensemble à une solution. Donc ne soyez pas... si vous êtes choqué, offusqué ou blessé ou peu importe, c'est tout à fait normal. Et ça fait partie aussi de ce que Robin DiAngelo appelle la white fragility. Donc en fait, c'est le sentiment que les personnes blanches ont quand on les confronte en fait à leur racisme. Donc pour cette conférence, je vais diviser en plusieurs parties. Je vais d'abord vous parler en premier de mon parcours un petit peu, de ce qui m'a emmené à devenir afroféministe, panafricaniste et végane. Je vais ensuite parler de l'homme en tant que concept social et non en tant que concept biologique. Si on veut arriver à une solution, il faut voir les choses plutôt comme ça. Ensuite, j'ai appelé la troisième partie les véganes blanches. Parce qu'en fait, je vais parler des associations véganes et je vais aussi parler des publicités dans le véganisme, ou en tout cas des communications qui se font. Et dans une dernière partie, je vais parler de propositions, de solutions pour qu'on puisse arriver à un véganisme plus inclusif. Donc c'est parti. Dans une première partie, oui. Alors, oui, je vais essayer. S'il y a moyen d'augmenter le volume. Allons. Est-ce qu'on m'entend mieux comme ça? Est-ce que le son est meilleur? Je sais pas si on peut augmenter plus que ça. Ouais, bon, je crois qu'on est au max là, donc je sais pas si ça change de votre côté, si le son est plus fort ou pas comme ça. D'accord, ok, parfait. D'accord, bon, on va partir là-dessus. Donc, pour que tout ça puisse faire sens, je vais commencer par un petit parcours. Donc, je vais commencer par parler de moi, du coup. Alors, tout au long de ma vie, je me suis pris pas mal de claques, mais il y en a 3 qui ont été significatives et qui ont fait que je suis la personne que je suis aujourd'hui. Donc, la première, c'est quand j'ai découvert le véganisme et que j'ai découvert en fait que le contenu de mon assiette ne se limitait pas à ma digestion. C'est-à-dire que lorsqu'on choisit de s'alimenter d'une certaine manière, on soutient ou pas une industrie. Donc c'était la première chose. Et quand j'ai commencé à me renseigner, je me suis rendu compte que une personne végane va être contre le racisme, pour l'écologie, contre le capitalisme, bref, contre la plupart des oppressions. Et ça me paraissait être quelque chose de plutôt complet. Et je me suis rendu compte que quand j'en parlais autour de moi, eh bien, les gens ne réagissaient pas forcément beaucoup, il n'y avait pas forcément de retour. La deuxième claque, c'est quand j'ai assisté à une conférence afroféministe. Donc c'était la première fois que je découvrais ce que c'était que le racisme en tant que système et que je découvrais que je subissais le racisme en fait depuis mon enfance et que je subissais beaucoup de micro-agressions. Alors dans le slide suivant, c'est toutes les petites remarques que je me suis prises depuis que je suis, tout simplement. Et la dernière en date, c'était lorsque j'étais en école de commerce, l'un de mes professeurs qui parlait de l'évolution du Rwanda en disant que c'était un pays qui maintenant, depuis le génocide, avait beaucoup évolué et qu'ils avaient plein de plages paradisiaques, de décors de cartes postales et que si sur une photo on ne voyait pas un homme noir dessus, on ne saurait pas qu'il s'agissait d'un pays d'Afrique. Donc j'ai regardé tout autour de moi et bien évidemment ça n'a choqué personne dans la classe, en même temps j'étais la seule noire. Et puis je me suis dit bon très bien, donc en gros si je me mets devant la tour Eiffel et que je me prends en photo, du coup Paris c'est plus en France quoi. Enfin bref, c'est là que j'ai compris en fait que le racisme avait mis en place des systèmes pour détruire les vies et les opportunités d'exister des personnes racisées. Et du coup, j'ai compris en fait pourquoi est-ce que ma communauté ne réagissait pas forcément lorsque je leur parlais de véganisme, parce que non, les animaux c'était pas forcément la priorité pour tout le monde. Que la souffrance animale est une cause très juste, d'ailleurs c'est pour ça que je suis toujours végane à l'heure d'aujourd'hui, mais qu'à côté on avait Lily, Soraya, Ahmed, Mamadou, Adama, Théo et Naomi qui souffrent et qui souffrent tous les jours et à qui on dit des phrases quand ils parlent de leur souffrance comme je ne vais pas m'excuser d'être blanche. CF Marion Maréchal.
Alors la troisième claque, ça a été en fait dans le milieu vegan. C'est-à-dire que les rares fois où j'abordais la question du racisme, on me disait que c'était pas le lieu, que c'était pas l'endroit. Et lorsque je disais que je subissais le racisme, donc ça a été dans le dating, ça a été lorsque j'ai cessé d'être amie avec cette personne. CF, une de mes vidéos, elle a jeté ma veste en cuir. Mais bref, ça, plus le fait que certaines associations véganes sont proches de membres de droite ou du FN, je me sentais pas forcément à ma place dans le milieu vegan. Dans le milieu afro-conscient, généralement, quand ils apprenaient que j'étais végane, ils étaient étonnés, mais il n'y avait pas vraiment de soucis. Mais dans le milieu vegan, je me rendais compte en fait qu'on acceptait la partie végane de moi, mais pas la partie afroféministe et pas la partie noire. Et je me suis dit que il n'y avait pas forcément ma place et qu'il fallait mieux que je me construise en tant que personne afro-femme et végane. Ce qui va nous emmener à la première partie avec quelques petites définitions sommaires. La première étant sur le privilège. Alors, d'après Everyday Feminism, traduit de l'anglais, nous pouvons définir le privilège comme un ensemble de bénéfices non mérités donnés à un groupe de personnes qui rentrent dans un groupe social spécifique. La société accorde des privilèges à certaines personnes à cause de certains aspects de leur identité. Aspects qui incluent race, genre, classe, orientation sexuelle, langue, localisation géographique ou religion par exemple. Il est important de noter que le privilège n'est pas à double sens. Le privilège des femmes n'existe pas parce que les femmes tout court, n'ont pas de pouvoir institutionnel. Il en est de même pour le privilège noir. Le privilège transgenre, le privilège des personnes pauvres. Aucun de ces groupes n'a de pouvoir au niveau institutionnel. Le privilège des femmes noires n'existe pas et ce n'est pas parce que nous avons eu Christiane Taubira comme garde des Sceaux en 2012 que l'oppression des femmes noires a cessé. Les femmes noires sont toujours hypersexualisées, caricaturées et dépeintes comme des personnes sans savoir-vivre, sans éducation et ayant besoin d'être sauvées par les personnes blanches en général. En somme, les personnes noires ont toujours moins de revenus, moins d'accès à l'éducation et à une sécurité ou à une stabilité financière que les personnes blanches. Et ce n'est pas parce que certaines personnes ont réussi à naviguer dans ce système mis en place pour avantager les personnes blanches qu'il existe un privilège noir. Il est aussi important de préciser que c'est lorsque le pouvoir et le privilège se rencontrent que c'est là que l'oppression apparaît. On va aussi parler de différence entre la hiérarchie des oppressions et l'intersectionnalité des oppressions. La hiérarchie des oppressions diffuse cette pensée selon laquelle une oppression existe dans un espace fermé et bien défini et séparé des autres. Il faudrait donc penser « je suis noire, je dois donc m'occuper de ma souffrance et donc du racisme avant que je ne m'occupe des femmes ». De même, les femmes pensent « je dois d'abord m'occuper de mon groupe avant de m'occuper des autres groupes marginalisés ». Tout cela crée une hiérarchie des oppressions qui n'est pas du tout nécessaire. Il n'existe pas de hiérarchie dans les oppressions, en réalité, elles se croisent entre elles. On peut être noir, avec un E, soit femme et noir. Ce qui signifie que l'oppression à l'encontre des femmes noires et l'oppression contre les femmes peut se produire exactement en même temps. Ce qui nous emmène à nous demander pourquoi l'afroféminisme. Il est apparu dans la période d'émancipation féministe des années 70. À cette époque, le féminisme mainstream, donc le féminisme blanc, n'était pas inclusif et ne prenait pas en compte la double discrimination subie par les femmes noires. En plus de subir l'oppression sexiste, les femmes noires subissaient le racisme. Les femmes noires ont donc ressenti le besoin de parler en leur nom propre. Angela Davis, militante pour les droits des femmes noires aux États-Unis, sera la première à prendre la parole pour dire que l'oppression subie par les femmes n'était pas la même en fonction de leur couleur. Alors que les femmes blanches luttaient pour légaliser l'IVG, les femmes noires luttaient contre un programme de stérilisation forcée dont elles étaient victimes, car certains racistes considéraient qu'elles faisaient courir au pays un risque de dégénérescence raciale. Parlons intersectionnalité. L'intersectionnalité, de l'anglais intersectionality, ou intersectionnalisme, est une notion employée en sociologie et en réflexion politique qui désigne la situation des personnes subissant simultanément plusieurs formes de stratification, domination ou de discrimination dans une société.
Le terme a été proposé par l'universitaire afroféministe américaine Kimberly William Crenshaw en 1989 pour parler spécifiquement de l'intersection entre le sexisme et le racisme subi par les femmes afro-américaines, les conséquences en matière de pouvoir et expliquer pourquoi les femmes noires n'étaient pas prises en compte dans le discours féministe blanc de l'époque. Le sens du terme a depuis été élargi dans les années 2010 avec la montée du cyber-militantisme et englobe désormais toutes les formes de discrimination qui peuvent s'entrecroiser. Le racisme. Alors, j'aurais voulu détailler cette définition de façon plus longue et plus pertinente, car c'est un sujet très complexe qu'il est difficile de limiter à 2 phrases ou à quelques lignes. Je vais quand même essayer de vous l'expliquer. C'est un système dans lequel il faut être blanc ou blanche pour avoir le minimum dû pour évoluer et exister en tant qu'individu à part entière. Le fait d'être blanc permet d'avoir le privilège d'accéder et de pouvoir naviguer dans tous les systèmes sans être oppressé lorsque l'on souhaite s'éduquer, se soigner, trouver un travail ou se loger notamment. La grande différence entre une personne blanche et une personne racisée, c'est que si vous êtes une personne blanche, si vous n'arrivez pas à percer l'un de ces systèmes, vous n'aurez jamais à vous demander si votre couleur de peau n'a pas été un frein. La plupart des Blancs ont une compréhension individuelle du racisme, c'est-à-dire que certaines personnes sont racistes et que ces gens sont mauvais. Il s'agit pourtant d'une compréhension structurale. Une compréhension structurale reconnaît le racisme comme un système par défaut qui institutionnalise une répartition inégale des ressources et des pouvoirs entre les Blancs et les personnes de couleur. Ce système est historique, tenu pour acquis, profondément ancré et il fonctionne à l'avantage des Blancs. Les 2 croyances les plus efficaces qui nous empêchent de voir le racisme comme un système sont que les racistes sont de mauvaises personnes et que le racisme est une haine consciente. Les Blancs pensent que s'ils ont de bonnes intentions et ne détestent pas consciemment les gens de couleur, ils ne peuvent pas être racistes. Même quand on blesse une personne sans le faire exprès, cela ne doit pas empêcher de reconnaître son erreur et de la réparer. Les intentions ont une importance secondaire lorsqu'il s'agit de réparer une blessure profonde. Si je tranche le bras d'un ami avec un couteau sans le faire exprès, on ne va pas passer 3 heures à discuter sur le fait que je n'ai pas fait exprès. Pendant que lui va perdre tout son sang. On est bien d'accord, on va tous aller à l'hôpital et penser la blessure en espérant qu'il guérira et on va s'engager à ne plus jamais reproduire un comportement comme celui-là. C'est l'idée ici. Voilà pourquoi il est si commun pour les Blancs en général de citer leurs amis ou autres proches noirs comme preuve de leur non-racisme. Cependant, quand vous comprenez que le racisme est un système de relations structurées dans lesquelles nous sommes tous socialisés, vous comprenez que les intentions ne sont pas pertinentes. Et quand vous comprenez comment fonctionne la socialisation, vous comprenez que beaucoup de préjugés raciaux sont inconscients car des messages négatifs sur les personnes de couleur circulent tout autour de nous et en permanence. Bien qu'avoir des amis de couleur, c'est mieux que de ne pas en avoir, cela ne change pas l'ensemble du système et n'empêche pas le racisme de faire surface dans nos relations. L'idée normale, par défaut de la société, est que les Blancs sont supérieurs, ou en tout cas plus avancés, et nous sommes exposés à ce régime constant 24 heures sur 24. Donc en réalité, lorsqu'on ne cherche pas activement à combattre le racisme, cela veut dire qu'on l'internalise, qu'on l'accepte et qu'on y participe inconsciemment ou non. Ce qui nous emmène à voir l'avant-dernière partie, qui est la fragilité blanche. Alors, Robin DiAngelo, qui est l'autrice de Why is it so hard to talk about racism with white people, a regroupé 11 comportements que les Blancs ont lorsqu'on les confronte à leur racisme, et c'est l'illustration de ce qu'elle appelle la fragilité blanche. 1. Quelles que soient les circonstances, ne jamais me faire de remarques sur mon racisme. Inconscient. Ceci s'appelle l'enfumage, une technique d'abus psychologique pour imposer le silence aux plus petits que soi et gentiment leur dire de fermer leur gueule. Si vous enfreignez la règle cruciale, 2, un ton approprié est crucial. La remarque doit être faite calmement. S'il y a une once d'émotion dans la voix, le constat exprimé devient donc invalide et n'a pas à être pris en compte. 3. Il doit y avoir une confiance entre nous. Si vous devez être sûr que je ne suis nullement raciste avant que vous puissiez me faire des remarques sur mon racisme. 4. Notre relation doit être sans la moindre tension. S'il y a des problèmes entre nous, vous ne pouvez pas me faire de commentaires sur mon racisme inconscient. 5. La remarque doit être faite immédiatement. Sinon, elle est invalide, car elle n'a pas été exprimée plus tôt.
vous devez me faire ces remarques en privé, même si l'incident a eu lieu devant d'autres personnes. Car donner un feedback en face de quelqu'un d'autre, même ceux impliqués dans la situation, c'est commettre une transgression sociale grave. La remarque est donc invalide. 7. Vous devez être aussi indirect que possible. Car être direct, c'est être insensible, ce qui invalidera votre commentaire et nécessitera une réparation. 8. En tant que personne de race blanche, je dois me sentir complètement en sécurité lors de toute discussion sur les questions raciales. Faire des remarques sur mon racisme me ferait me sentir en insécurité. Vous devrez donc reconstruire ma confiance en commençant par ne plus jamais me faire de remarques sur mon racisme. Précision, quand je dis insécurité, ce que je veux vraiment dire, c'est que je me sens mal à l'aise. 9. Me faire des remarques sur mon privilège racial invalide la forme d'oppression que je ressens. Par exemple, le classisme, le sexisme, l'hétérosexisme, etc., etc. Nous devons donc plutôt nous concentrer sur la façon dont vous m'avez oppressé. 10. Vous devez vous concentrer sur mes intentions, ce qui annule l'impact de mon comportement sur vous. 11. Car oser suggérer que mon comportement a eu un impact raciste signifie, pour moi, que vous avez mal compris. Il faut me laisser m'expliquer jusqu'à ce que vous reconnaissiez enfin que c'est vous qui n'y comprenez rien. Alors, ces 11 règles sont enracinées dans ce qui est appelé la white fragility ou la fragilité blanche. Contredire ces arguments n'est pas pertinent, selon les personnes de la white fragility. En réalité, le but de ces règles implicites et inconscientes est uniquement de masquer le racisme et de protéger la domination blanche. Elles le font très efficacement, malheureusement. Pourtant, lorsqu'on comprend le racisme comme un système de pouvoir institutionnel et inégal, on doit se demander d'où viennent ces règles et à qui profitent-elles. Alors la dernière définition, ce sera le racisme anti-blanc. Le terme de racisme anti-blanc, c'est très important de le noter, il est hérité du FN. Avant, ils appelaient ça le racisme anti-français. Il a été prononcé pour la première fois en 1985 par Le Pen. Il est depuis utilisé par de nombreuses personnes pour illustrer des attaques ponctuelles et individuelles faites à l'encontre des personnes blanches. Si des personnes blanches peuvent être la cible de préjugés, d'attaques, d'injures parce que perçues comme blanches, il ne faut pas qualifier cela de racisme. Il convient de rappeler qu'il n'existe pas de théorie qui placerait les blanches au bas d'une hiérarchie raciale et qui se soit traduite par des pratiques institutionnelles. C'est pour cela qu'on ne peut pas parler de racisme anti-blanc. L'homme est un concept social. Alors, vous connaissez sûrement l'histoire du spéculum et de la découverte du spéculum et de Marion Sims ainsi que de Saul Bateman. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à regarder le film La Vénus Authentite qui est disponible sur YouTube. Alors, en France, dans les années 1960-1970, alors que l'IVG était interdite dans la métropole, l'État français encourageait l'avortement et la contraception dans les départements d'outre-mer. En Réunion, en 1970, des milliers d'avortements et de stérilisations sans le consentement pratiqués par les personnes et les médecins blancs sont rendus publics. Parmi ceux qui soutenaient financièrement ces programmes et qui, bien évidemment, stérilisaient des personnes sans leur consentement, David Moreau, conseiller général, président du syndicat des médecins, propriétaire des supermarchés, actionnaire du Club Med et époux de la fille du PDG des sucreries de Bourbon. Il était aussi directeur de la clinique de Saint-Benoît, où des réunionnaises noires se faisaient stériliser sans le savoir. Soutenu par Debré, il ne fut jamais inquiété par le procès qui finira par condamner les seuls non-blancs d'établissement. Un infirmier majeur d'origine indienne et le docteur Ladjadj d'origine marocaine. Les victimes de la clinique ne reçurent pas d'indemnisation. De même en Inde, dans les années 45 et 50, les fondations Rockefeller et Ford envoient un médecin du nom de Sheldon Seagull dans le plus grand hôpital de New Delhi afin de faire rentrer illégalement des stérilets et de les insérer sur les femmes indiennes sans le consentement du gouvernement. La plupart de ces programmes de stérilisation forcée ont été faits dans des conditions sanitaires inhumaines. Même cet homme reconnaîtra plus tard que les animaux sur lesquels il testait les moyens de contraception étaient opérés dans de meilleures conditions. Un reportage intitulé « Un monde sans femmes », disponible sur YouTube, retrace toute cette histoire avec beaucoup plus de détails. Mais encore une fois,
Tout comme pour le spéculum avec Marianne Sims, les moyens de contraception dont nous bénéficions tous aujourd'hui ont été obtenus car des femmes racisées leur ont servi de cobayes. Encore une fois, pendant que les femmes blanches luttaient pour le droit à l'IVG, les femmes racisées n'avaient pas le privilège de choisir entre faire des enfants ou pas. La même chose s'est produite en Corée et en Chine. Le test sur les personnes racisées. Lors de la crise du coronavirus, des médecins français ont déclaré qu'il fallait que les médicaments soient testés en Afrique, alors qu'il s'agissait du continent le moins touché. L'explication est très simple. Lorsqu'il s'agit de cobayes, on part souvent de rats de laboratoire ou d'animaux. Il n'y a personne pour demander une indemnité. Il meurt, on prend le rat suivant. C'est exactement ce qui se passe en Afrique. Non seulement il ne coûte pas cher lorsque les testeurs en sont conscients, mais s'il y a un incident, aucune garantie ne les couvre. Et les tests sont la plupart du temps faits à leur insu. Chose qui ne pourrait jamais se produire en Occident. C'est la raison pour laquelle ce médecin français s'est permis de faire ce commentaire ultra raciste. Ici, nous ne comparons pas les noirs avec les animaux. Ce qui est important de retenir, c'est que notre considération en tant qu'animaux a été orchestrée par la suprématie blanche. Nous ne sommes pas des personnes. La plupart des gens reconnaissent l'humain comme une classification biologique, ce qui n'est pas le cas ici. La suprématie blanche a déterminé l'humain comme une identité politique. Et tout ce qui n'était pas humain avait moins de valeur. À l'époque où Marianne Sims faisait ses opérations sur les femmes noires, les noirs n'étaient pas considérés comme des humains en tant qu'identité politique. L'humain est reconnu comme blanc ou blanche, cisgenre, hétérosexuel, de classe moyenne ou riche. Toutes celles et ceux qui ne rentrent pas dans cette case, les personnes racisées, les femmes racisées, ceux qui n'ont pas beaucoup de moyens et toutes les autres espèces animales n'étaient pas considérées comme des personnes. Depuis, nous qui ne sommes pas humains politiquement parlant, courons après cette image et cette recherche d'être reconnus comme des personnes. Alors, le film Birth of Nation est la représentation la plus parlante de l'homme noir dans la société blanche actuelle. Il est sauvage, il est violent et il doit être contrôlé. Il représente un danger pour la société et tout le monde devrait s'en méfier. En France comme aux USA, le système judiciaire et policier, sanctionne, emprisonne, agresse et tue des hommes et des femmes noires pour nulle autre raison que le simple fait d'exister. Je me souviens encore, il y a quelques années, de cette femme blanche qui avait posté une photo de son garçon blanc qui était tuméfié, qui s'était fait tabasser par des jeunes garçons noirs. Et en fait, tous les médias et les internautes s'étaient offusqués en traitant ces jeunes garçons noirs qu'il avait agressés de sauvages. Et plus tard, on apprendra, toujours par les réseaux, qu'en fait, ce petit garçon n'avait rien d'innocent. En fait, toute sa famille était raciste. Et le jeune garçon passait son temps à insulter ses camarades de classe avec des commentaires vraiment violents et ultra racistes. Et en fait, s'ils l'ont tabassé, c'était parce qu'ils en avaient marre, en fait, tout simplement. Et ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est que ce que vous devez retenir ici, c'est que contrairement au cas de violence sur les personnes racisées, personne ne s'est demandé peut-être qu'il avait fait quelque chose pour provoquer ce groupe. La majorité des internautes étaient partis du principe que les garçons noirs étaient forcément méchants et fautifs, et que le garçon blanc, lui, il était forcément bon par nature, et forcément il n'avait rien fait pour que ça lui tombe dessus. Ce qui a mis en exergue cette idée comme quoi une personne blanche, elle est forcément bonne par nature. Alors ça, c'est une liste exhaustive de personnes noires connues tuées par la police depuis 2007. Alors j'ai juste à côté une liste en fait de toutes les personnes qui ont été tuées par la police depuis 2005 et elle est très très longue. Alors dans la vidéo suivante, je voulais vous montrer une vidéo dans laquelle on voit clairement que les personnes blanches sont conscientes de leurs privilèges et qu'elles l'utilisent comme bon leur semble au détriment des personnes racisées. I'm asking you if this is your property. Why are you asking? Because Well, it's private property. Because it's private property, So, sir. are you defacing private property or is this your building? You're free to express your No, opinions, but not on people's property. Okay. But if I did live here and it was my property, this would be absolutely fine. Totally. If it, And you don't know if I live here or if this is my property. We actually do know. That's why we're asking. Oh, really? Because you live here, right? You No, said so. because we know the person who does live here. Oh,
Okay. So Then that's all I I suggest wanted you to call ask. him I'm not or disagreeing with call the you. police. Or what she did was every day. It's polite racism, it's respectable racism. Respectfully, sir, I don't think you belong here at all. Oh, okay, well then call the cops. We will do. Lisa and Robert. Yeah. I'll be right here. Okay, thank you so Bye. I'm gonna tell them there's an African American man threatening my life. Please tell them whatever you like. Being threatened by a man into the ramble. Please send the cops immediately. Please don't come close to me. Sir, I'm asking you to stop recording me. Please don't come close to me. Please take your phone off. Please don't come close to And I'm me. taking pictures and calling the cops. Please call the cops. Please call the cops. I'm gonna tell them there's an African American man threatening my life. Please tell them whatever you like. Excuse me? I'm sorry, I'm in the ramble, and there is a man, African American, who has a bicycle helmet. He is recording me and threatening me and my dog. There is an African American man. I am in Central Park. He is recording me and threatening myself and my dog. And my. I'm sorry, I can't hear you either. I'm being threatened by a man in the ramble. Please send the cops immediately. Donc, pour ceux qui n'auraient pas compris en quoi, dans la première vidéo, cette femme et son mari étaient racistes, alors ces gens ont vu un homme racisé en train d'écrire à la craie devant une belle maison, sûrement dans un quartier où des personnes racisées sont minoritaires. Ils sont partis du principe que cette maison ne lui appartenait pas, alors qu'il n'en avait aucune preuve. Qu'il se devait de lui rappeler les règles de civisme, parce que bien évidemment, nous, personnes racisées, ne sommes pas éduquées et avons besoin d'une leçon de la part de personnes blanches. On n'écrit pas sur les murs d'une propriété privée. Propriété qui n'était pas la leur. Ils ont même affirmé connaître la personne qui détenait la maison, pour dire à quel point ils étaient convaincus que ce monsieur n'habitait pas là. Tout part de biais racistes. Le fait que ce monsieur ne possède pas cette maison, le fait que ce monsieur ait besoin d'une éducation, la nécessité d'appeler la police à la moindre contrariété, en sachant que cette dernière serait par défaut toujours de notre côté. Pour Amy Cooper, le fait qu'un homme noir lui demande d'attacher la laisse de son chien était non seulement inconcevable, mais en plus méritait une punition. Juste avant d'appeler la police, elle menace Christian Cooper de les appeler en spécifiant clairement « Je vais dire à la police qu'un homme afro-américain est en train de me menacer ». Cette femme savait pertinemment que la police serait de son côté, raison pour laquelle elle a mentionné à plusieurs reprises le fait que Christian était un homme noir et qu'elle était blanche. Versant dans le dramatique, elle est allée jusqu'à changer le ton de sa voix pour donner l'impression qu'elle est en train de se faire agresser. Personne n'ignore que la police est une institution qui n'a pas été créée pour les personnes racisées. Si Christian Cooper n'avait pas filmé l'événement, il aurait été considéré comme coupable par défaut et aurait pu être tué. Ça n'aurait rien changé à la vie de cette femme, mais ça aurait coûté la vie d'un homme innocent. Et ça s'est produit le jour de la mort de George Floyd. Alors,
Ça, c'est une image que j'ai vue d'une personne de la politique. Donc Elisabeth Borne, c'est une haute fonctionnaire de politique, et c'est ce qu'elle a posté le 9 juin 2020. Et quand j'ai vu ce post, je me suis demandé où sont les posts sur le meurtre d'Adama Traoré, où sont les posts sur les violences policières, où sont les posts sur les agressions que les personnes racisées subissent au quotidien, parce que pour ça, l'État ne porte jamais plainte, bien évidemment. Et pendant que certaines personnes noires luttent pour survivre, les policiers, quant à eux, réclament le droit de tuer. Moi, il y a 2 jours, j'ai eu un de mes clients qui me dit qu'il a eu des idées suicidaires. Il a eu des idées suicidaires parce que ça fait 15 jours ou 3 semaines qu'on parle de son métier en mal. Lui, il est persuadé de faire le bien. Il est persuadé tous les jours de faire le bien. Et on parle de lui en mal, et son ministre lui a enfoncé la tête. Et il me dit, mais comment je m'en sors de ça, moi? Comment je m'en sors? Je lui ai dit, changer de travail. Quitter la fonction. Il y a d'autres métiers à faire. Il me dit oui, mais j'ai ça chevillé au corps. Je vis pour mon travail. Je veux être policier. Je veux aller interpeller les gens. Je veux pouvoir les étrangler quand ils luttent. Je veux pouvoir juste faire mon boulot. Aller voir La tolérance zéro. Évidemment qu'il y a du racisme dans la police. Il y a du racisme dans toute organisation humaine. Et d'ailleurs, être raciste, c'est autorisé par la loi. Ce qui est interdit, c'est les manifestations ça ne justifie rien, racistes. Ça ne justifie rien. Alors, donc, si j'ai bien compris, dans une première image, donc on voit un homme noir qui est complètement innocent et qui n'a rien fait de particulier se faire rentrer dedans par des flics, enfin par des CRS. Et juste après, on entend cet avocat qui dit que son client est mal parce qu'il veut avoir le droit d'étrangler des gens et on ne l'autorise pas à le faire. Mon Dieu, quelle horreur. Bref, une semaine avant la mort de George Floyd, Camilla Jordana dénonçait le racisme et la violence de la police française, notamment à l'égard des habitants des banlieues. Ces propos ont été condamnés par la police, à l'image du ministre de l'Intérieur Castaner et de ses syndicats de la Police Alliance, qui a porté plainte auprès du procureur de la République. Ignorer les violences policières qui sévissent en France et criminaliser la parole des victimes et des lanceurs d'alerte sont des procédés récurrents dans le débat des violences policières en France. Les responsabilités est reportée sur les victimes, pour acquitter les policiers responsables. C'est bien connu, l'enfer, c'est les autres. Alors, le but de ce paragraphe, c'est de vous faire comprendre qu'une personne noire n'est pas considérée dans la société occidentale comme humaine, car son simple existence en fait une cible de choix. Tous les prétextes sont bons pour agresser, blesser ou tuer une personne noire. Même lorsqu'elle est innocente, elle sera toujours coupable et devra toujours prouver son innocence. Dans le cas de l'affaire Théo et de l'affaire Adama, les médias et la justice sont allés jusqu'à retracer leur parcours de vie personnelle et familiale pour justifier ces actes ignobles. L'idée. Il n'est pas question d'individus, mais d'un système de domination dont la fonction première est la préservation de l'ordre social et racial, le maintien de l'ordre établi. Les policiers qui a tué George Floyd n'étaient pas un mauvais flic. C'est un homme au service d'une institution, notamment structurée par le racisme. Il agit au même titre que son collègue, qui était à côté de lui ce jour-là, et qui n'a rien fait. Au même titre que les collègues qui l'avaient protégé jusque-là, alors qu'il savait qu'il avait commis de nombreuses violences policières. Au même titre que de milliers d'agents qui, aux USA comme en France, en Belgique, en Angleterre et dans tous les pays occidentaux, traquent, discriminent, violentent quotidiennement des individus, le plus souvent de classe populaire et le plus souvent racisés. Alors, passons aux véganes blanches. Il est maintenant clair à présent que l'homme et la femme noire ne sont pas des humains comme les autres. Voilà pourquoi il est important de ne pas continuer à les comparer à des animaux. Pourtant, même au sein du milieu vegan où on dit que la cause animale se suit à elle-même et qu'il ne faut pas aborder des sujets liés au racisme car ils n'ont rien à voir avec les animaux,
L'homme et la femme noire sont utilisés comme le marchepied des animaux. Alors, le point levé est un symbole de militantisme qui est apparu dans les années 20 en Allemagne. À l'époque, il était le coude cassé, la paume face au niveau du visage. C'était le symbole du parti paramilitaire communiste KPD. À l'époque, ils reprennent la référence faite aux boxeurs pour montrer leur volonté de se battre. Les membres de ce parti ont une formation militaire qui leur permet notamment de disputer la rue à l'adversaire et de protéger les membres lors de réunions. Lors de la lutte pour les droits civiques des Afro-Américains, le point levé devient un bras tendu. C'est le symbole de l'insoumission. Angela Davis et d'autres militants popularisent le symbole au sein des Black Panthers. Le mouvement s'approprie le geste qui devient un étendard au JO de Mexico en 1968. Martine, est-ce que tu pourrais retirer ton son, s'il te plaît? Merci. Le point levé ganté de Tommy Smith et de John Carlos leur vaudra d'être interdit de compétition à vie dès le lendemain. Il est devenu depuis le symbole international partagé par des millions de personnes en lutte contre les systèmes d'oppression. Je ne vois donc pas le rapport et la nécessité d'ajouter une patte animale juste à côté. Cela donne la fausse impression que ces luttes sont les mêmes et que, pire encore, que les personnes qui luttent pour la libération animale luttent forcément pour la libération humaine, ce qui est complètement faux et nous le verrons juste en dessous. Alors, j'avais oublié de vous préciser en début de conférence que j'allais mettre un trigger warning parce qu'il risque d'y avoir des images violentes, mais je pense sincèrement qu'en tant que personne racisée, si j'ai réussi à les regarder et à les rassembler, vous devriez arriver aussi. Donc sur cette photo, on dit « Only the victim has changed ». Alors, on va commencer d'abord par définir le lynchage, parce que je sais que les gens ont tendance aujourd'hui à employer un petit peu n'importe comment quand une personne se prend des commentaires un peu agressifs, etc., ou va parler avec 3-4 personnes qui vont être contre elle, on va dire qu'elle a été lynchée. C'est pas ça du tout, en fait. Un lynchage, ça désigne une exécution sommaire, généralement par pendaison, commise par un groupe de personnes, voire une foule, sans procès régulier et notamment sans laisser à l'accusé de crimes réels ou imaginaires la possibilité de se défendre. Only victims have changed. C'est faux. Les victimes sont toujours au même endroit et les personnes dominantes n'ont pas bougé non plus. C'est d'ailleurs très hypocrite d'opposer ces deux images de la sorte. La réalité, la voilà. On retrouve plein d'images de ce type sur Internet. Les lynchages étaient publics. Des familles pique-niquaient devant le spectacle d'hommes et de femmes noires massacrés juste pour le simple fait d'exister. On brûlait, torturait et découpait des hommes et des femmes noires comme on allait pêcher ou faire du sport. Cela se passait toujours devant un parterre de blancs endimanchés. Les images de ces actes de torture ont été transformées en cartes postales. Vous pouvez lire ici une personne qui écrit, donc c'est sur la carte postale de droite. This is the barbecue we had last night. My picture is to the left, with a cross over it. Your son, Joe. Je traduis. C'est le barbecue que nous avons eu la nuit dernière. Ma photo est à gauche avec une croix dessus. Ton fils, Joe. Vous pouvez les retrouver, toutes ces photos-là, parce qu'en fait, elles ont été placées dans des archives. À ceux qui auraient l'audace de me dire que ces actes sont passés et que jamais, au grand jamais, cela ne se reproduirait, à l'heure actuelle, ou que si ça se produisait, vous interviendrez forcément, je vous invite à regarder ces photos. Alors, j'ai coupé ici pour qu'on ne voit pas le corps de George Floyd. Sur toutes ces images, il y a un point commun. Il s'agit de la représentation de la classe dominante sur la classe opprimée. Cette classe est représentée par les forces de l'ordre qui ont droit d'user de la force s'ils le jugent nécessaire, quitte à se jeter à plusieurs sur un homme ou sur une femme.
Sur la dernière image, on voit clairement le flic à l'extrême droite en train de discuter tranquillement avec l'homme à l'extrême gauche. Comme si dans cette situation, le comportement le plus logique était d'entamer une discussion alors qu'au moment même, un homme était en train de mourir à quelques centimètres d'eux. C'est eux les bons flics, ceux qui n'ont rien fait et qu'on juge à cause de brebis galeuses. Ils sont tout aussi coupables que l'homme qui a ses genoux sur le corps de George Floyd. Donc non, la différence entre la photo de 1815 et la photo de 1900... La différence entre la photo de 1815 et la photo de 2015 n'est pas la victime, et encore moins l'époque. La différence, c'est que pour le cochon, il n'y a pas de témoin. Il n'y a personne qui peut rentrer dans ces usines pour intervenir et mettre fin à la violence à tout moment. Les personnes qui y travaillent sont très souvent dans des situations précaires, immigrés, sans papier, sans moyens financiers, etc., etc. Ce n'est pas le cas de ces lynchages. Ils se sont tous passés devant témoins. N'importe qui, à n'importe quel moment, aurait pu dire stop. Et personne ne l'a fait. Voilà la différence. Les personnes noires sont exploitées, oppressées et massacrées en ce moment même et sous vos yeux. Alors, il est écrit, si tu veux savoir où tu te serais positionné par rapport à l'esclavage avant la guerre civile, ne regarde pas ta position d'aujourd'hui par rapport à l'esclavage, regarde ta position par rapport aux droits des animaux. Franchement, honnêtement, je trouve cette comparaison tellement déplacée. Comme si le problème de la communauté noire était uniquement son passé et son histoire sanglante, hein, comme si les responsables de ce passé historique étaient inconnus, et comme si les Noirs d'aujourd'hui étaient dans une position de privilège telle que le seul moyen d'évaluer la position d'une personne blanche qu'une personne blanche aurait choisi à l'époque est son rapport aux animaux. Ça n'a aucun sens. Encore une fois, on sort du contexte systémique et social et économique pour faire des parallèles douteux. Savez-vous qui est cette femme sur la photo? Savez-vous même qu'il s'agit d'une femme? Je veux dire, un individu à part entière avec une histoire et un vécu. Que connaissez-vous d'elle? Quelle est votre opinion par rapport au colonialisme? Quelle est votre opinion par rapport au néocolonialisme? Quelle est votre position par rapport aux violences policières? Si vous êtes du côté de la police, ou si vous avez un discours qui se rapproche du « il y a aussi des bons flics », ou « mais en même temps, il ou elle l'avait cherché, elle n'avait qu'à pas blablabla », sachez qu'à l'époque de l'esclavage, vous aurez été du même côté que la classe dominante et oppressive. Il n'y a pas besoin de savoir quelle position vous auriez eue hier, regardez celle que vous avez aujourd'hui. Où sont les véganes lorsqu'il s'agit de la défense et de la lutte pour les droits des personnes noires? Eh bien, elle est ici. Alors, nous savons au moins depuis 2016 que Brigitte Bardot est proche du membre du RN. Elle saluait publiquement le RN, et donc Rassemblement National, c'est le nouveau nom pour Front National, et envoyait des lettres d'encouragement et de soutien à Marine Le Pen et à Sophie Montel pour avoir intégré dans leur programme la question animale. Pourtant, la L214 a choisi de s'allier avec Brigitte Bardot pour parler de la question animale. La rédaction d'une lettre commune faite au maire en 2010 et qui est toujours disponible sur le site de la L214. En 2018, une nouvelle association entre L214 et Brigitte Bardot pour la sortie d'un reportage sur les abattoirs. Dans les archives du site de L214, on trouve dans la rubrique Matériel militant, livres, archives et brochures, tout ce qui est en lien avec les communications et les interventions de Brigitte Bardot. Ce soutien est donc toujours actuel. Le problème, le fait de s'allier avec des personnes qui sont clairement pour la droite signifie s'associer avec des personnes qui œuvrent au quotidien contre les personnes racisées. Cela signifie s'associer avec des personnes qui luttent au quotidien pour garder en place un système raciste, sexiste, misogyne et patriarcal. C'est s'allier avec un parti qui va à l'encontre des droits des humains, des personnes racisées, et œuvrer au quotidien pour nous oppresser. L214 a donc pour porte-parole une personne raciste et ne voit en cela aucun problème. Quand il s'agit de lutter pour la cause animale, même les personnes racistes sont les bienvenues. La L214 prie que dans ses rangs, il y a aussi des véganes racisées, qui, elles, ne peuvent pas accepter de s'associer à des personnes qui œuvrent au quotidien pour les oppresser. La récupération de l'esclavage par 269, Libération animale. Donc le 10 mai, grosso modo, c'est la journée commémorative du souvenir de l'esclavage.
Et c'est la seule journée qui est présente aujourd'hui pour ce jour-là. On a aussi d'autres journées dans les dom-toms, en Outre-mer, mais bon, c'est à part. Et en fait, il s'agit d'une journée très importante pour l'histoire des Noirs, car contrairement à la cause végane, il n'existe aucune autre date que celle-ci. Ce qui n'a pas empêché Libération Animale en 2017 de demander à ce qu'une marche soit effectuée exactement le même jour, parce que les animaux sont bien connus, sont des esclaves aussi. Alors je me souviens très bien de cette époque, j'en avais même fait une vidéo. Les associations antiracistes avaient tenté de se rapprocher de Libération Animale pour leur faire comprendre en fait que c'était pas très très fair-play. Et en fait, ils n'ont pas vraiment écouté, ils ont continué. Les réseaux sociaux ont fait leur travail et ils n'ont eu d'autre choix que finalement d'annuler l'événement. Et au final, ils ont écrit sur leur page Facebook, mais cette publication aujourd'hui est supprimée, elle n'est pas restée très longtemps, un long message dans lequel ils exprimaient leur tristesse. Les Noirs étaient incapables de comprendre à quel point les animaux souffraient de la même manière et à quel point il était important d'accorder une place essentielle aux animaux ce jour-là. Il n'était donc pas désolé d'avoir voulu s'approprier la seule journée de l'année réservée à la commémoration de la traite négrière, mais plutôt du fait que les Noirs ne comprenaient pas leurs actions. Dans les commentaires, on pouvait lire des messages d'indignation de la part des véganes blancs qui considéraient inadmissible l'annulation de la marche pour les animaux. J'en parle un petit peu plus en détail dans cette vidéo. Donc si ça vous intéresse, je vous invite à aller la regarder. Donc j'ai entendu en fait la dernière conférence que j'ai faite où j'ai abordé le sujet, quelqu'un me dire non mais en fait c'est juste une minorité, c'est pas si important, etc. Et en fait, ce que j'ai envie de vous demander aujourd'hui, c'est où était la majorité qui comprenait ? Où étaient les associations antispécistes alliées intersectionnelles pour dire stop à cet événement ? Pourquoi ne sont-ils pas intervenus ? Pourquoi, lorsque moi je parle de racisme au sein de la communauté végane, on me dit que ça n'a pas sa place, mais quand Libération Animale prend le 10 mai, ça ne choque personne. Aucune asso végane n'intervient pour rappeler à Libération Animale que la lutte végane se suffit à elle-même et qu'il ne faut pas la mélanger à d'autres luttes. All lives matter. Alors, à l'origine, j'aurais voulu vous lire cette image-là et la traduire pour expliquer en fait en quoi le concept de All Lives Matter est absurde, mais on manque de temps. Donc on va passer sur cette image. Et il y en a une autre à peu près exactement du même style. Et cette dernière qui concerne du coup les véganes, n'est-ce pas? Alors voilà encore une image extrêmement toxique et problématique. Si toutes les vies se valent et comptent, lorsqu'une vie noire est en danger, la réaction la plus logique serait de s'aligner. La réaction la plus évidente serait de parler de cette vie perdue, d'échanger et de chercher des solutions pour que ça ne se reproduise plus. Pas de dire aux concernés oui, mais vous n'êtes pas les seuls à compter, hein, vous êtes peut-être fait tuer, massacrer, mais les animaux aussi. Hein. Les animaux aussi. Ok. Et donc, si ce n'est pas pour nous demander de nous taire, pourquoi changer de sujet ? En gros, vous avez le temps de parler de spécisme, mais vous n'avez pas le temps de donner du soutien à des personnes noires. Même quand vous avez une visibilité et qu'on vous demande ne serait-ce qu'une journée consacrée à notre lutte, journée où il suffisait d'écrire sur son mur Blackout Tuesday, vous choisissez de parler des animaux et de All Lives Matters. En fait, c'est ça le problème. Si chaque jour, si vous ne pouvez même pas accorder une journée de vos vies, alors que chaque jour vous réussissez à ne pas participer au meurtre animal, c'est que je pense qu'à un moment donné, il faut se poser des questions. Ne sommes-nous pas tous pareils ? Malgré tout, on a quand même des noirs véganes, on a quand même des noirs qui luttent pour la cause queer, on a quand même des noirs qui luttent d'ailleurs pour toutes les causes. Alors, je tenais à vous lire le témoignage d'une amie nord à moi qui explique très clairement pourquoi c'est indécent d'attendre des personnes noires de s'intéresser au véganisme, en plus des raisons que j'ai citées en haut. Si les noirs n'avaient pas à subir le racisme, on s'investirait plus. Les gens nous tapent sur les doigts tout le temps. Pourquoi est-ce que les noirs, vous ne pensez pas aux animaux ? Pourquoi est-ce que les noirs, vous ne pensez pas à l'écologie ? Mais bien sûr qu'on a intérêt à y penser. L'Afrique va être la première à subir les changements climatiques. D'un côté, quand ils comparent avec l'esclavage avec le spécisme, je me dis, mais en fait, ils ont tout compris. Nous, on est traités comme de la merde. On nous traite et on nous a toujours traités comme si nous n'étions pas capables de parler ou de dire ce qu'on ressentait. Vous voulez maintenant qu'on sauve les animaux alors qu'on est encore dans la même merde. Tu m'étonnes qu'il y ait des gens noirs qui disent « Non mais fuck that shit !»
Ils se disent, tu as encore des manifs dans la rue parce que des types se font crever comme de la merde par des mecs blancs, mais par contre, vous voulez tous qu'on sorte dans la rue pour des chèvres qu'on ne comprend même pas et qui ne peuvent même pas nous parler. Autant moi j'ai rien contre les chèvres, autant il y a des personnes blanches, quand elles te parlent de chèvres avec plus d'amour et d'affection et de compassion qu'elles ne te parleraient d'un noir ou d'un arabe, pour lesquelles elles vont tout de suite te dire « Bah, il y avait peut-être une raison, hein. Bah, pourquoi est-ce qu'il a couru quand les flics sont venus me chercher ?» Tu peux trouver 1001 excuses aux flics et à toutes les personnes qui sont négrophobes, mais par contre, lorsqu'on effleure une chèvre, c'est la fin du monde. Ah non, mais il faut se questionner, hein. Il faut questionner l'humanité de ces gens-là. Il faut leur demander, mais c'est quoi dans ta tête? Tu te rends pas compte du level de biais que tu as, au point où ça ne te fait rien qu'on fasse du mal à un être qui est exactement comme toi. Alors, mon expérience au sein d'un festival vegan. Donc j'ai été approchée il y a 2 ans, quand je venais d'arriver à Lille, par un festival dont je ne mentionnerai pas le nom. Et l'organisatrice était vraiment motivée pour que j'intervienne avec une autre femme blanche pour parler de féminisme. Et puis finalement, une semaine avant l'événement, je viens la voir et j'essaie de discuter avec elle par rapport aux frais de défraiement. Parce que je voulais voir en fait comment est-ce qu'on faisait pour mon transport. Et puis elle a paru choquée, puis elle m'a dit clairement qu'elle pensait que je savais que c'était à moi de payer mon transport. Donc le transport, je précise, hein, j'habitais à Lille, le festival se passait à Paris, donc en gros c'était payer un billet aller-retour Paris-Lille à mes frais pour intervenir dans un festival. Elle trouvait donc normal de me demander d'intervenir gratuitement et en plus de me demander de payer moi-même les frais pour faire Paris-Lille. Parce qu'il fallait que j'intervienne. Alors même que l'organisation se voulait inclusive, elle n'avait pas le moindre respect pour sa seule intervenante racisée. Ce festival, d'ailleurs, je dois le préciser, était payant. Chaque invité payait un minimum de 40 € pour entrer et il y avait même des concerts, et dans ces concerts, des personnes qui venaient des États-Unis pour chanter. Je suis convaincue que ces chanteurs, eux, ils n'intervenaient pas gratuitement et que leur billet de train avait été pris en charge. Mais moi, pour cette femme, c'était normal que je paie pour intervenir. Au final, je ne suis pas intervenue, of course, et elle m'en a voulu car je l'avais lâchée à la dernière minute. Elle voulait donc que son festival soit inclusif, sans faire le minimum qui est dû à une intervenante racisée, soit le défraiement. Jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, je suis convaincue que cette femme ne sait pas à quel point son comportement était problématique. Ce qui nous emmène à la dernière partie, maintenant que vous avez eu un aperçu, et j'insiste sur le terme aperçu, de ce qu'une personne noire peut vivre dans son quotidien, soit une lutte permanente pour sa survie, nous allons évoquer ensemble les solutions possibles pour avoir une meilleure communication. Alors, une proposition de solution. Alors, tout d'abord, faire participer un plus grand panel de personnes noires. Une personne minoritaire devant un auditoire de personnes en position de force, c'est dangereux. On s'expose à la fragilité blanche, au racisme, aux agressions et à la violence. C'est pour ça que très généralement, on ne vient pas à vos événements et qu'on ne parle pas. C'est déjà notre lot quotidien, on ne va pas en plus le faire dans des cadres beaucoup plus limités. J'ai pris ce risque et c'est pas du tout facile pour moi. L'année dernière, quand je suis intervenue en Suisse, j'ai été mansplainée et gaslightée par une des personnes présentes. Un homme blanc qui voulait m'expliquer que ce qu'était l'universalisme, que j'expliquais toxique, que ce que je disais par rapport à ma culture était désuet et ne comprenait pas le simple fait que je puisse avoir un vécu et des rapports familiaux différents des siens. Mon vécu était comparé à celui de nos grands-parents et mes parents à des personnes qui venaient clairement d'un autre monde et d'un autre âge. Entre autres commentaires racistes et problématiques. Seule face à cet homme, je n'ai pas trouvé l'énergie de lui demander simplement de se taire, de lui faire comprendre que c'était justement à cause de personnes comme lui que je parlais dans la conférence et qui faisait qu'aucune personne racisée ne se sentait en sécurité dans les milieux véganes. Si nous avions été 5 ou 6, soit quelqu'un d'autre aurait pris la parole, soit je me serais sentie plus la force de parler et de m'exprimer. De plus, demander à une seule personne de rassembler tous ces thèmes et tous ces sujets relatifs au racisme et au manque d'inclusivité dans le milieu vegan, c'est beaucoup. Ça m'a pris énormément de temps et d'énergie émotionnelle. Rassembler ces textes historiques où les miens étaient maltraités et j'étais obligée de réduire pour que ça ne dure pas plus de 45 minutes. Beaucoup d'informations ont été supprimées.
La deuxième partie, ça va être de payer les intervenants racisés. Bien que tout travail mérite salaire, le sujet du salaire des intervenants et des artistes dans les conférences et les festivals, en tout genre, a toujours été tabou. Il y a cette règle implicite qui se veut anticapitaliste. Dans les milieux militants ou associatifs, l'accès à l'information devrait être gratuit. Le savoir devrait donc être accessible gratuitement. Je ne devrais donc pas avoir l'audace de demander de l'argent, car sinon je serais vénale ou capitaliste, peut-être même les deux. Je ne penserais qu'à l'argent. Mais nous savons tous et toutes que si le savoir était réellement accessible gratuitement, mes pairs racisés n'auraient pas autant de difficultés à y accéder. De plus, qu'en est-il du travail de recherche et d'information complémentaires, de sources, d'exemples, de supports, de rélecture, etc., etc. Qu'en est-il du temps passé à organiser cette intervention? Ne serait-ce pas une forme d'abus d'exiger d'une personne d'effectuer un travail aussi conséquent et de l'exposer de cette manière sans jamais lui proposer de contribution aucune? Malgré tout, la personne capitaliste et proche de ses sous serait celle qui intervient. J'essaie ici de vous faire comprendre pourquoi les véganes racisés n'interviennent pas dans vos conférences. Non seulement elles ne savent pas à quelle sauce elles vont être mangées, mais en plus, vous leur demandez d'effectuer un travail pédagogique de longue haleine sans la moindre contrepartie. D'où l'importance de contrebalancer ce rapport de force et de nous reconnaître enfin. La rémunération, c'est vraiment le minimum. Apprendre à écouter les personnes concernées. Comme je l'expliquais plus haut, tout comme dans notre quotidien, nous, personnes racisées, sommes silencés et utilisés dans les milieux véganes. Il est donc important de casser cette dynamique en accordant une écoute aux personnes racisées. La vision du véganisme vue par les blanches est identique à celle des non-véganes. C'est une vision qui est oppressive car elle prône la pensée unique. Une bonne réponse, une bonne pensée, un bon comportement, un bon jugement, et tout ce qui sortirait de ce comportement n'aurait pas sa place dans le milieu vegan ou se devrait de s'effacer pour s'intégrer à l'idée et à l'image commune. Cette vision est oppressive et non inclusive. Elle ne peut exister et perdurer qu'en oppressant et en silençant d'autres luttes. Il convient donc aux véganes blancs et blanches d'accepter le fait qu'elles aussi, doivent écouter et apprendre des autres. Qu'il est nécessaire pour la lutte antispéciste que chaque personne se sente représentée et à l'aise dans un espace, quitte à ce qu'il soit réservé exclusivement aux personnes racisées. En dernier lieu, s'éduquer. Toute personne luttant contre les oppressions systémiques se doit de s'éduquer, notamment en matière de lutte sociale où très peu de personnes non concernées s'éduquent sur les luttes raciales. Je vous invite donc à vous éduquer par vous-même. Il existe aujourd'hui énormément d'informations et de sources sur tout ce qui concerne le lien entre les privilèges de race et de classe, ainsi que les liens entre les différents systèmes de domination. J'ai aussi résumé sur une page tous les liens qui m'ont inspiré pour cette conférence et j'ai ajouté des liens qui permettraient de vous éclairer sur des sujets liés au racisme systémique et au racisme dans le milieu végan. Je vous invite vivement à aller y faire un tour. Est-ce que vous avez des questions ?